On parlait d'empire. L'empire, c'est d'abord un discours. Et ce qu'on a vu, la déclaration d'Obama, c'est essentiellement un message politique. C'est une phrase politique d'un président qui est déjà en campagne et qui va déjà toucher les dividendes de cette opération. C'est un événement très important. On ne peut pas négliger le fait que la mort de Ben Laden soit quelque chose qui ne ferme pas effectivement une période. Mais je crois qu'il y a une espèce de tour de passe-passe fondamentalement. On a eu une décennie qui était une décennie, comme l'appelait le Time en décembre 2009, la décennie infernale. 10 ans de conflits dans lesquels nous avons eu un empire qui est en marche, un empire qui est présent, des guerres de Bush qui sont devenues les guerres d'Obama. C'est le titre du nouveau Woodward d'ailleurs. Donc il y a une continuité dans le fait impérial ces 10 dernières années qui va beaucoup plus loin dans le fait colonial. Vous parliez par exemple du Grand Moyen-Orient. Le Grand Moyen-Orient, qui a effectivement capoté, n'est que le petit-fils du grand jeu. Voilà, c'est-à-dire que C'était quoi le grand jeu? Le grand jeu au 19e siècle, c'était ce jeu de partage de toute l'Asie centrale, du Moyen-Orient. Et ce dont parlait Kipling il y a un siècle, c'est ce dont parlent les néocons il y a une dizaine d'années. Donc on ne peut pas aussi facilement passer comme ça rapidement sur une décennie, d'ailleurs 20 ans, parce qu'on a aussi l'interventionnisme de Clinton et l'interventionnisme de Reagan. On a une trentaine d'années qui sont si vous voulez, 30 ans de présence de l'empire central dans la vie des gens. Par rapport à Al-Qaïda et Ben Laden, je pense qu'on peut difficilement parler d'échec. Je crois que j'ai eu l'occasion de dire chez vous plusieurs fois, mais apparemment il y a un entêtement dans ce récit qui présente toujours une vision théologique, une vision personnalisée d'un mouvement terroriste qui n'est que ça. C'est une militarisation de l'islamisme. Donc il faut bien comprendre que Al-Qaïda a tout à fait réussi tout ce qu'elle a annoncé en 89 et non pas en 2001. Je crois que c'était un écrivain, et pas n'importe lequel, Marc-Edouard Nab, qui vous rappelait lundi dernier que le 11 septembre marquait, si vous voulez, la fin d'une époque pour Al-Qaïda. Effectivement, on pourrait aller plus loin et dire que les 10 premières années d'Al-Qaïda sont la mise en place de cette opération qui culmine en New York 2001. Et Washington. À partir de là, effectivement, c'est le début de la fin. Mais Ben Laden, aujourd'hui, ça fait 4-5 ans qu'il était lui-même déjà en retrait. Il était déjà devenu obsolète par rapport à son propre mouvement. Ça ne veut pas dire que l'événement n'est pas important, mais en réalité, je crois que c'est peut-être quelque part un soulagement pour tous ces groupes régionaux qui vont maintenant s'émanciper plus en avant, ce qui n'est pas d'ailleurs une bonne nouvelle, parce qu'il va y avoir une dangerosité, une multiplication du terrorisme dont il faut prendre acte dans un contexte nouveau. Mais je rejoins Madame, personnellement, je vois ça comme une nouvelle page qui s'ouvre. Et en parallèle avec ce qui se passe au Moyen-Orient, avec ce qui se passe ailleurs, c'est peut-être la possibilité d'écrire quelque chose de nouveau, de plus positif par rapport à ça. Nicole Bacharan. On voit bien que nos pays ne gouvernent plus grand-chose au niveau de l'économie. Et en même temps, si on se place dans le sujet qui nous rassemble, c'est-à-dire, par exemple, Ben Laden, Al-Qaïda face à un empire, il faut quand même toujours garder en tête que les terroristes ne défendent pas les pauvres, ne remettent pas en cause le capitalisme, si peu que ce soit, ne cherchent pas à y apporter un ordre en aucune manière. Donc il est d'accord. On a de certaine manière une forme... Voilà. Ils n'ont aucun problème avec le capitalisme. Mohamed Mohamedou et Virginie Resson. Oui, d'abord, les terroristes n'ont jamais dit qu'ils font ça. C'est aussi ils ont quand même pas mal vraiment défendre les vérités. Ça, c'est l'un des problèmes du récit, justement, sur Al-Qaïda. Le discours, et il faut vraiment se pencher, est un discours fondamentalement de menace vis-à-vis des États-Unis. En gros, quand on lit des tissus, mais lisez les textes, c'est-à-dire c'est vraiment des menaces dans lesquelles, oui, non, il faut les lire, il faut se pencher, vous savez. Mais ça fait partie un peu de cette logique dans laquelle une espèce de paternalisme qui multiplie le danger justement de l'ennemi, d'autant plus qu'il est létal par rapport à ça. Donc je pense qu'on perd un peu de vue à partir de là l'identité de l'empire actuel. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est vrai, c'est parce que, bon, il y a un coup d'accélérateur de l'empire américain au lendemain de 1989, c'est-à-dire lorsque l'empire soviétique dépose les armes, il y a un coup d'accélérateur et on voit ça notamment à l'occasion de la guerre du Golfe. Mais je crois qu'on ne peut pas non plus passer complètement l'historique des États-Unis. Il y a un passage de bâton en 1956. Il y a des empires qui sont en train de ne plus être en mesure de poursuivre ce qu'ils faisaient au Moyen-Orient. Et d'ailleurs, à l'occasion d'une tentative de se remettre en scène. Vous parlez des Français et des Anglais. Voilà, exactement. Et donc, il y a un empire américain qui est effectivement complexe, qui ne veut pas forcément prendre le même rôle historique, qui se met en marche
le Vietnam, tout de même, l'Amérique latine, on ne parle que d'impérialisme américain durant les années 70 et les années L'Iran, 80. Mossadegh. L'Iran, et tout ceci. Et effectivement, vous parlez tout à l'heure peut-être d'interventionnisme humanitaire sous Clinton durant les années 90, mais l'interventionnisme à Grenade et en Libye, d'ailleurs, de Reagan durant les années 80. Complètement. Quelles sont les deux choses que vous venez de mentionner? C'est-à-dire le fait militaire s'est multiplié ces 10 dernières années. Et les références à l'Empire, le nombre de livres qui sont parus avec le mot Empire, ou croisade d'ailleurs, mot qui est utilisé même jusqu'à récemment politiquement. C'est-à-dire la phraséologie de l'Empire, elle est là, elle est devant nous. C'est vrai que l'Empire est en mutation, parce que nous vivons la mondialisation. Nous vivons d'ailleurs une intériorisation de l'Empire dans nos vies quotidiennes. Cette facilité à oublier ce qui se passe loin. Que fait Bush? Quelle est la première décision? Vous ne verrez pas les corps qui reviennent. C'est-à-dire, voilà, il faut invisibiliser les effets de l'Empire. Les corps des soldats en Irak. À la différence des soldats du Vietnam, dont on voyait les corps à la télévision. Et quelle a été la réaction des Américains? C'est-à-dire qu'ils étaient tous dans la rue et il y a eu des heurts et il y a eu une véritable opposition qui a forcé... À l'époque du Vietnam. Voilà, ça a été invisibilisé. Donc ce que je veux dire, c'est que l'Empire est en mutation, certes. L'Empire d'aujourd'hui, c'est la mondialisation. Mais en même temps, nous avons un acteur central. L'Empire a une adresse aujourd'hui, encore. C'est-à-dire qu'il y a une continuité qu'il faut pouvoir identifier par rapport à cela. Il ne faut pas stigmatiser... C'est quoi l'adresse de l'Empire, Oui, c'est la Maison Blanche, en général. Voilà. Je suis sûr qu'ils ne seront pas d'accord. Mais le dernier point que je veux dire, c'est-à-dire que c'est important de développer un tel discours sans stigmatiser les États-Unis, sans verser dans ce qu'on dit comme étant un anti-américanisme primaire. J'aimerais bien d'abord savoir qu'est-ce qu'un anti-africanisme ou un anti-arabisme primaire par rapport à ça. Mais les actions des États ont des applications. Et dans le cas précis, ça a généré une réaction violente, terroriste, par Al-Qaïda. On arrive à sa fin, je suis d'accord, espérons que ça ouvre une nouvelle page, mais ne passons pas rapidement, si vous voulez, au-delà d'un historique de l'Empire américain qui est quand même connu de tout le monde.